Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des savoir-faire pour leur reprise printanière, avec le soleil qui va nous accompagner à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec des horizons lointains qui vont souffler le sable chaud et les palmiers, puisque nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir deux personnes qui vont présenter deux lieux d'exception, une existant, l'autre en gestation, si je puis dire, en tout cas en construction. Donc la première intervenante dans ce cadre des aspirations lointaines est Feriel Faudil, qui est la directrice générale de la Villa Aigra, donc en cours de réalisation. Elle va nous présenter. Avant d'être à la Villa Aigra, elle était au château de Chantilly. Elle a eu plusieurs missions au château de Chantilly. Donc, très bonne connaisseuse à la fois du patrimoine et de la création. Et elle est issue également d'un travail d'auditrice auprès de PricewaterhouseCoopers, et donc un parcours très international et multilingue. Voilà, je vous laisse présenter la Villa Aigra, et comme vous connaissez bien la formule, on posera les questions après. Bonsoir à tous. Merci Marc en tout cas pour l'invitation de Mobilier National. Je suis ravie d'être aussi avec Amandine Hogman pour parler de ces villas lointaines. La Villa Aigra, c'est aussi une villa qui s'inscrit dans le présent. Donc on est vraiment dans un ancrage local et très présent de la Villa Aigra. Alors, vous allez me dire, Villa Aigra, c'est quoi exactement ce mot, Villa Aigra? Alors, avant de rentrer dans la genèse du mot et de pourquoi cette villa et où c'est, on va prendre l'avion et on va aller en Arabie Saoudite, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, dans une région qui s'appelle Alula, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, comme vous le voyez sur cette carte, donc qui a été choisie par le Royaume d'Arabie Saoudite pour être la destination touristique et culturelle du royaume dans cette vision 2030 de l'Arabie Saoudite qui s'ouvre. Vous avez deux villes majeures, Riyad et Jeddah, qui est plutôt côtière, et là au nord de l'Arabie Saoudite, donc qui est une région où la présence française est très marquée depuis 2018. Alors pourquoi Alula ? Alors Alula, c'est une ville en fait qui a la taille de la Belgique, donc à peu près 22 000 km², et avec à peu près 50 000 habitants, donc la ville de Sète, et qui a été choisie par le royaume pour incarner en fait cette vision culturelle du royaume, avec un site géologique assez impressionnant et surtout un site patrimonial, parce qu'on a des vestiges de Nabatéens, les Nabatéens qui sont ce peuple caravanier qui a vécu à Petra, dans la capitale du nord, Petra, et la capitale du sud, c'est ce qu'on appelle Aigra. C'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008 et qui représente cette région-là. Vous êtes face à un site nabatéen, donc on est vraiment tout petit. On est tout petit par rapport à la taille de la porte, donc assez majestueux. Et cette région caravanière, historiquement, donc orientée islamique, les Nabatéens ont vécu entre moins 100 et plus 100 avant et après Jésus-Christ. Et donc on est dans cette région d'Alula et de Aigra. D'où le nom. Donc on a compris pourquoi Aigra, donc ce nom de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Donc une présence française depuis 2018. La France a signé avec Alula un accord intergouvernemental pour faire en sorte que cette destination soit une destination qui va tripler de volume d'ici 3 ans, avec un certain nombre de musées, un musée d'art contemporain qui vient de signer avec le centre Georges Pompidou, un hôtel qui va être confectionné par Jean Nouvel sur site, un musée du Black Basalt, parce qu'on est une région basaltique, un musée aussi de la route de l'encens, parce qu'on est vraiment sur ce site de la route de l'encens. Donc un certain nombre de développements muséaux assez importants dans la région, avec la présence française qui aide le gouvernement saoudien, le gouvernement français aide le gouvernement saoudien dans cette quête vers l'ouverture de cette région. Autre date clé, après 2018, après ce premier accord, un deuxième accord a été signé en 2021. Donc là, vous voyez deux personnes, peut-être la personne de droite que vous connaissez peut-être, donc Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères
de l'époque et qui est aujourd'hui le président de cette agence française pour Alula, qui a signé un accord en 2021. Et à votre gauche, le prince Bader, qui est le ministère de la Culture saoudien. Et ensemble, ils ont créé cette villa Egra, donc Egra pour le site qu'on vient de voir, en 2021, pour ouvrir cette villa. Donc ça représente en fait la première institution franco-saoudienne du royaume, avec cette volonté de créer ce partenariat, avec une gouvernance qui est exceptionnelle, qui est bicéphale. On a une gouvernance moitié française, moitié saoudienne. On a l'ambassade de France, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, ainsi que l'agence française pour Alula au conseil d'administration, et bien sûr, côté saoudien, une commission royale, le ministère de la Culture saoudien. Donc on est vraiment sur cette dualité, en tout cas bicéphalité, dans la structuration même de cette villa franco-saoudienne, mais de droit saoudien. Donc on est sur un terrain saoudien. Alors pourquoi le terme de villa? C'était quoi l'ambition en fait de ce partenariat? C'est de créer une villa que vous voyez en Arabie Saoudite sur la petite croix rouge au sein de votre carte, pour faire partie de ce réseau de villas mondiales avec cette tradition française de diplomatie à l'échelle mondiale. Bien sûr, historiquement, on a la Villa Médicis qui a 350 ans. Donc Marc était ancien pensionnaire d'ailleurs. La Casa de Velázquez qui est plutôt axée sur la recherche, donc une villa de résidence d'artistes axée sur la recherche. La Villa Kujuyama au Japon, la Villa Albertine aux États-Unis, et puis bien sûr, Amandine va nous parler après de la Villa Swagatam qui est plutôt plus proche du modèle de Villa Albertine que l'est la Villa Egra. Et donc c'est cette volonté de faire partie de la diplomatie française qui s'ancre aussi en Arabie Saoudite. Donc l'ambition, il faut comprendre que l'ambition, elle est vraiment internationale. C'est vraiment la création d'une coopération franco-saoudienne à l'échelle du royaume. L'ambition, elle est aussi locale. On ne souhaite pas ramener un morceau, un élément de la France et le coller en Arabie Saoudite. Il s'agit vraiment d'avoir un ancrage local, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre ces deux cultures, la culture saoudienne qui est millénaire et la culture française qui est aussi millénaire. Donc avoir un dialogue d'artistes, un dialogue de résidents, un dialogue avec la population locale. Donc l'ambition de l'ancrage local et régional est essentielle au sein de la villa, et on va le voir avec l'architecture même de la villa qui exprime cette dualité. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce c'est quoi la temporalité par rapport à cette villa? En fait, on est à horizon lointain, mais proche en même temps. Donc l'ouverture de la villa est prévue fin 2026, donc on n'est pas très très loin, c'est quelques années avant son ouverture, fin 2026. D'ici là, un certain nombre de choses doivent être faites. Aujourd'hui, moi j'ai rejoint la villa il y a 1 an, j'avais un terrain de 10 hectares, des architectes et moi-même, et on m'a dit faut ouvrir les clés dans 3 ans d'une villa, d'une institution culturelle, donc un certain nombre de choses à mettre en place, notamment la construction du bâtiment, dont on va parler juste après, la structuration juridique, parce que créer une fondation droit saoudien, ça nécessite des contrats, un cabis, un compte en banque, des financements, des structures juridiques, donc tout ça nécessite, et puis une équipe, il y aura 60 personnes à l'ouverture de la villa. Créer aussi toute l'identité visuelle de la villa, un logo, un site internet, pour pouvoir apporter son existence. Et puis enfin et surtout la préfiguration culturelle de la villa, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle existe hors les murs avant sa création. Alors voilà, on est à Alula, là on est au cœur de la partie où il y a les fameux 50 000 habitants, donc la ville de Sète se trouve là, enfin l'équivalent de la ville de Sète, avec la Villa Egra qui est vraiment adossée à la ville d'Alula. Vous voyez le petit carré bleu, c'est le terrain de 10 hectares qui a été choisi pour cette villa. Vraiment en ancrage local, en lien avec la population locale. On n'est pas sur les sites nabatéens archéologiques qui sont plutôt au nord de la partie oasienne, mais là on est vraiment au cœur même de Alula. Vous voyez qu'elle est traversée par une sorte de wadi, de ligne bleue, ligne blanche, qui est historiquement la raison pour laquelle cette région a été développée, que l'homme a existé. Comme partout, c'est l'eau qui a fait en sorte qu'il y avait de l'agriculture et donc la création de civilisations millénaires dans cette région. Alors, quels sont les architectes qui ont été choisis pour construire cette villa ?
Alors, comme on est sur une villa franco-saoudienne, on a choisi un jury qui a été choisi est franco-saoudien, et finalement, c'est un couple d'architectes français qui s'appellent Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont l'honneur et le privilège d'avoir eu le prix Pritzker 2021, donc l'équivalent du prix Nobel d'architecture en 2021. Il y a 3 Français de l'histoire du prix Pritzker qui ont eu ce prix. Et ils ont mis en place une sorte de villa qui est assez exceptionnel dans sa confection. On est sur un bâtiment sur pilotis, dans la canopée, très ouverte, en verre, complètement ouverte sur la partie oasienne et sur la ville. Et donc, on est vraiment transporté dans une architecture extrêmement novatrice de la région. Vous savez que la région l'urbanisme de la région est très fermé pour se protéger du soleil, avec très petites fenêtres. Là, tout est ouvert et très aéré. Voilà une autre image du bâtiment que vous voyez avec 3 éléments. Une villa avec une résidence d'artistes et un centre culturel, mais aussi une école pour le tourisme et l'hospitalité dont le partenaire est Ferrandi, donc une école d'hospitalité française. Et il y aura aussi un appart-hôtel de 80 chambres. Donc voilà, on est transporté dans cette villa dans 2 ans. Vous voyez, voilà, là on est au centre du Wadi, donc cette passerelle qui traverse le Wadi, qui nous permet d'être dans la partie centre culture, dans la partie résidence de l'autre côté. Là, c'est vous donner un petit peu l'image si vous étiez un artiste au sein de cette villa, donc vous traversez un petit peu la canopée sur passerelle. Les résidences d'artistes sont plutôt côté oasien et le centre culturel est plutôt côté urbain. Donc on sera vraiment dans ce dialogue oasien-urbain, franco-saoudien, oasien-urbain, héritage et nouveauté. Donc on est vraiment dans cette dualité-là. Encore d'autres images qui vous permettent, quand on vient de la ville, de voir un petit peu cette ville-là dans 2 ans. Lacaton et Vassal, les architectes ont vraiment vu aussi un bâtiment très simple, très modulaire, en béton et en verre, et qui s'ouvre sur la ville. En fait, ils nous ont dit qu'ils étaient tellement oppressés par la beauté du paysage qu'ils ne voulaient pas une architecture qui soit en compétition avec le paysage. Donc on est vraiment sur une architecture très simple. En fait, ils souhaitent construire autour des arbres, des palmiers existants. Donc ils ont un respect de l'environnement qui est extrêmement pertinent. Ils sont reconnus pour être un peu des architectes en proie, enfin qui adorent aussi l'architecture durable. Donc ils sont très respectueux de l'environnement. Vous voyez ici aussi les jardins de la villa, ils vont les appeler les jardins magiques, d'ailleurs un petit peu comme Médicis. Ils souhaitent vraiment que le jardin soit une partie intégrante de la villa, avec une stratification de végétation en 3 parties, des palmiers dattiers. Il y en a 30, il y a 30 espèces en Arabie Saoudite, enfin en tout cas à Lula, des agrumes, parce que c'est une région qui cultive beaucoup d'agrumes, et enfin une culture maraîchère sur la partie plutôt plus basse. Donc voilà, un jardin magique avec du compost, un certain nombre une petite ferme, des rosiers, des mangues. C'est vraiment extrêmement important. Et vous voyez à droite quelque chose de très important. Il y aura 2 auditoriums. Donc le cinéma sera important au sein de la villa, les arts visuels, donc avec un auditorium de 80 et 180 personnes, pour permettre justement de montrer un petit peu les éléments d'art visuel. Une situation qui montre le terrain aujourd'hui. Donc, le terrain aujourd'hui fait 10 hectares. Donc, vous voyez très urbain sur la partie droite et très oasien sur la partie plutôt de droite quand on regarde de votre côté. Et vous voyez qu'elle est le terrain aujourd'hui est en très mauvais état. Beaucoup de palmiers sont en voie de dépérissement, sont malades. Donc il y a un très gros travail de régénération d'oasis qui fait partie du projet de la villa. Donc le souhait des architectes, c'est vraiment de replanter cette oasis et de régénérer l'oasis. Et quelque part, ils se sont pris un peu au jeu, les architectes. Ils préfèrent presque travailler sur le jardin que travailler sur le bâtiment en ce moment. Donc ils se sont pris un petit peu de passion pour le jardin de la villa, et c'est assez exceptionnel de voir des architectes de leur calibre qui sont encore curieux et assez avides de connaître des éléments relatifs à la villa. Alors ça, c'est après construction, donc dans fin 2026, donc une partie très dense sur la partie urbaine et très parsemée sur la partie oasienne. Et quelque part, c'est le génie des architectes d'avoir trouvé une architecture qui
qui interprète l'histoire d'Alula. Alula, en fait, il y a une sorte de migration annuelle. La population part de la partie de droite, traverse en fait en été va dans l'oasis et en hiver revient dans la partie urbaine. Et donc là, ils ont fait une partie très dense sur la partie urbaine et très parsemée sur la partie oasienne pour respecter en fait ce va-et-vient, cette visite, en fait, cette traversée annuelle des populations il y a des années, dans les années au début du siècle. Donc on est vraiment sur le respect de la tradition locale. Là, c'est un petit peu le paysage que vous voyez. On n'est pas dans le désert du Nevada, non, on est bien à Alula. Donc c'est des formations géologiques assez exceptionnelles et les vues sont assez importantes. Bâtiment temporaire, donc on a la chance de pouvoir, entre-temps, avant de construire ce bâtiment assez impressionnant et exceptionnel de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, dont on est très 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 fiers, avoir des bâtiments temporaires qui vont permettre de faire en sorte que la villa vive et permettre des préfigurations culturelles avant son ouverture en 2026. Alors on a choisi typiquement un urbanisme local, de deux maisons jumelles, une dédiée aux résidences d'artistes et une dédiée à un centre culturel ou un centre de danse, un centre de musique, du chant, du digital. Donc le corps sera très important dans cette villa et c'est ce qu'on souhaite apporter, ce que la France souhaite apporter, l'apport des arts vis-à-vis du corps en général, enfin, du corps et de l'esprit, mais aussi du corps. Voilà une image un petit peu 3D de ce que sera la villa temporaire, les deux éléments, donc qui expliquent un peu ces dualités locales et régionales, mais aussi internationales, donc résidence d'artistes et centre culturel. Voilà quelques photos de l'intérieur aussi. Ça va être très simple. On va essayer vraiment de respecter dans le bâtiment temporaire les souhaits des architectes du bâtiment définitif. Pour permettre une résidence d'artiste. Typiquement, un résident sera là pour entre 2 mois et 10 mois à Alula pour produire une œuvre artistique dans tous les types de médiums, que ce soit poésie, architecture, métier de l'art, du savoir-faire. Donc on est sur vraiment des métiers divers. On souhaite vraiment ouvrir la villa à tous les types d'artistes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a eu d'ici depuis ? En fait, on parle de l'architecture. L'architecture, pour nous, c'est vraiment le premier geste culturel de la villa. Donc, c'est pour ça qu'on prend du temps pour l'expliquer. Mais on souhaite vraiment avoir un kaléidoscope de possibles au sein de la villa, que ce soit des expositions, de la sensibilisation via des podcasts, via des publications, via l'apprentissage des langues aussi. L'apprentissage de français sera important grâce à l'Alliance française. Il y a 5 alliances françaises en fait en Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'institut français d'ailleurs en Arabie Saoudite. On a reçu la présidente de l'Institut français à Alula. Mais c'est vrai que l'apprentissage du français a commencé à Alula et est encore en voie de développement. Alors typiquement, qu'est-ce qu'elle souhaite faire, cette villa ? Essentiellement un dialogue entre les artistes. On est vraiment sur le dialogue entre la France et l'Arabie Saoudite, mais au-delà, entre les artistes arabophones et les artistes francophones. Donc les premiers exemples des activations qu'on a pu faire depuis cet été, donc typiquement Hugo Siavi, que vous voyez en haut à gauche, qui est un sculpteur français assez reconnu, qui a déjà exposé en Arabie Saoudite, donc qui travaille beaucoup en Arabie Saoudite aussi. Et puis en bas à gauche, vous avez une fille qui s'appelle Sarah Brahim, qui est une chorégraphe saoudienne qui a grandi et qui a fait ses études à Londres et aux États-Unis et qui revient maintenant en Arabie Saoudite comme le pays s'ouvre et qui fait partie des artistes qui ont été choisis par la villa pour refaire ce dialogue entre la France et l'Arabie Saoudite. Donc on est vraiment dans ce dialogue. Et là, vous voyez des commissaires aussi. On a une commissaire saoudienne et un commissaire français. Donc un dialogue entre des commissaires d'exposition par cycle de préfiguration qui sont choisis pour choisir des artistes qui vont dialoguer ensemble. Autre type de résidence qu'on a eu cette année, Théo Mercier, d'ailleurs, qui est un artiste qui a exposé à la Villa Médicis, d'ailleurs, qui est assez connu. Et puis un autre saoudien qui s'appelle Abdelrahman Souleyman, que vous voyez en bas à gauche, qui est un des peintres phares aussi de l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'Arabie Saoudite a une histoire culturelle
en dehors de la fermeture du royaume qui date des années 70. Donc on a une scène culturelle qui a été souterraine pendant longtemps et qui maintenant vraiment s'exprime au grand jour. Et donc ces artistes-là sont remis vraiment ils sont un petit peu mis en valeur de manière très importante, et on trouvait que c'était intéressant d'avoir ce dialogue entre un Français et un Saoudien. D'autres choses qu'on fait au sein de la villa, donc bien sûr on parle des résidences d'artistes et des résidences d'artistes et de chercheurs aussi. On a lancé un projet de recherche, mais aussi on parle aussi de centres culturels avec des activations pour la population locale. Donc là typiquement on travaille avec Forum des images, avec des formations au cinéma, à la composition musicale. Et donc là vous voyez la première promotion de la villa, 60 enfants et adolescents qui ont reçu leur premier certificat de la villa après une formation qui a eu lieu en novembre 2023. Donc là, c'était une préfiguration hors les murs. Donc, ce qu'on fait pour la villa est important. Et des ciné-concerts aussi. Donc c'est la première fois qu'il y a des ciné-concerts, en tout cas à Lula. Vous voyez, voilà, des familles qui sont rencontrés pour voir un premier ciné-concert du Forum des images avec bien sûr un dessin animé et une femme qui jouait du violoncelle, donc la pédagogie, initiation à la musique et à l'image. D'autres activations, Lacaton et Vassal, qui ont fait leur exposé de la philosophie de Lacaton et Vassal, qui sont de ne jamais démolir, de toujours préserver, ne rien casser. Donc on est vraiment sur une exposition de leur philosophie architecturale à Alula. D'autres éléments aussi, des formations pour les enfants. Et ce qui a marqué aussi, c'était la première fois que la villa a amené l'Opéra national de Paris, qui est venu pour la première fois à Lula. Donc vous voyez, l'importance du corps, pour nous c'est important qu'on introduise de manière graduelle la danse et le chant à Lula. Donc là on est vraiment à Lula, on est sur la scène d'un bâtiment qui s'appelle Maraya, qui est le plus grand bâtiment miroir au monde. Et on a accueilli la formation de l'Opéra de Paris avec une femme qui est habillée en rouge, une chanteuse que vous voyez en rouge, et qui est une soprano saoudienne, la première du royaume, et qui a été invitée par l'Opéra national de Paris pour faire partie de cette formation. Donc c'était un assez beau moment de communion entre ces chanteurs et une danseuse aussi. Donc on avait une soprano belge, un baryton chinois et ukrainien et un pianiste français. Et ils ont chanté Carmen. Donc voilà, c'était une première à Lula. Sachant que la soprano saoudienne Saousan El-Bahiti va chanter demain dans la préfiguration du premier opéra à Riyad qui va ouvrir en 2026. Donc il y a un opéra qui va ouvrir en 2026 en Arabie Saoudite bientôt. Donc vous savez que l'Arabie Saoudite reçoit l'Expo 2030, la Coupe du monde du football, ainsi que les Jeux olympiques asiatiques en 2029. Donc c'est assez exceptionnel. Enfin, moi, je m'y rends tous les mois. J'y vais tous les mois. Et chaque mois, je vois une différence assez notable des évolutions et des ouvertures qui se font dans le royaume, que ce soit à Jeddah, sur la partie côtière, ou à Riyad. Donc c'est assez exceptionnel de voir ça. Aussi, il y a un spectacle de danse de l'opéra. Donc là, c'était Alice Renavant, une danseuse étoile, qui a interprété une sorte de danse spécialement pour Alula. Donc ça a été extrêmement bien reçu par la population locale et des Saoudiens, vous savez que les Saoudiens voyagent beaucoup. Enfin, en tout cas, l'élite saoudienne étudie à l'étranger, en Arabie, à Londres, aux États-Unis, et donc ils connaissent bien tous les opéras. Donc c'était important de montrer ça, de montrer cette partie à Lula. Donc là, c'est un petit peu le final de l'Opéra national de Paris et donc à Lula. Donc on était extrêmement ravis d'avoir la première performance de l'Opéra national de Paris via la Villa en Arabie Saoudite. Le lendemain, on revient toujours à l'ancrage local. On n'est pas sur un show juste pour une soirée. Le lendemain, les chanteurs de l'opéra ont une communion avec le Music Hub d'Alula et en dialogue avec des enfants et des adolescents qui apprennent la musique. Et ça a permis justement ça s'est terminé en concert de oud, donc un dialogue entre les deux cultures, et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire via la Villa, ce dialogue entre les deux cultures et entre ces deux savoir-faire, le savoir-faire français et le savoir-faire saoudien.
À venir prochainement, on a bien sûr Hugo Siavi et Sarah Brahim qui vont nous faire une œuvre commune. C'est les premiers ambassadeurs de la villa, donc ils ont beaucoup de pression pour faire quelque chose qui fasse du sens. Hugo est il a été aussi extrêmement surpris par Alula, très ému aussi par ça. Sarah Brahim, son père était photographe à Alula dans les années 70, donc elle découvre cette nouvelle région qu'elle n'avait pas vraiment vue quand elle était petite. Donc c'est assez émouvant de voir deux artistes qui sont en communion via une région qui les inspire également. L'Opéra national de Paris aussi qui revient au mois de mai. Et bien sûr des podcasts pour lesquels on est en train de travailler. Je voulais m'arrêter aussi sur un petit peu tous les partenaires que de la Villa Aigra a depuis un an pour montrer un petit peu la diversité des partenaires français et des savoir-faire. Nous, on souhaite vraiment ramener le savoir-faire français en Arabie Saoudite via la Villa. Vous savez que les Français le savoir-faire vraiment reconnu à la Villa, c'est quelque chose qui est, en Arabie Saoudite, c'est vraiment, on est au summum de ce qui se fait mieux au monde, et ça, les Saoudiens le savent très bien. Ce qui parfois leur manque, c'est le faire savoir, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils démontrent en fait ce faire savoir et ce savoir-faire face à des Américains ou des Italiens qui sont extrêmement bons dans la mise en valeur de leur savoir-faire. Donc on souhaite vraiment apporter le maximum de partenaires français, et on est vraiment ouvert à tous les partenariats possibles avec la Villa. On souhaite bien sûr, dans ce cadre des résidences d'artistes, mais aussi des partenariats, travailler avec la Villa. Donc on a bien sûr l'Opéra national de Paris, on en a parlé, le CNRS qui travaille sur un projet de recherche au sein de la Villa, la Villa Médicis. Moi j'étais personnellement en résidence en janvier pour incuber un petit peu le projet culturel de la Villa Aigra, une école d'architecture qui s'appelle l'école Malaquais, avec un échange d'étudiants autour du projet de l'Hackathon Rivassal. L'Institut français, qui est aussi partenaire, qui va nous aider à préfigurer la médiathèque de la Villa, et puis le Forum des images et d'autres partenaires en cours. Donc on souhaite vraiment apporter le meilleur du savoir-faire français, que ce soit en résidence ou en partenaire pour le centre culturel. Après, c'est monter en puissance, c'est-à-dire on n'est pas sur quelque chose de figé. On teste des choses, si ça marche, on les poursuit, si ça marche moins bien, on les abandonne. Donc on n'a pas un projet d'établissement extrêmement figé. Tout ça est très mouvant. C'est la première fois qu'il y a une institution franco-saoudienne à Alula. Donc on teste et on voit ce qui marche. Donc c'est très organique, très intéressant, et en même temps assez effrayant, parce que chaque pas qu'on fait, on a une responsabilité sur ce qu'on apporte à Alula et ce qu'on expose. Donc chaque pas doit avoir la pondération qui doit être et française et saoudienne en même temps, pas trop française, pas trop saoudienne. Faut qu'on ait le juste équilibre. Et cette dualité dans la Villa, que ce soit au niveau de la bicéphalité de son organigramme ou de ses programmes, fait que c'est intéressant, en tout cas à court terme et à moyen terme. Merci beaucoup, Feriel. Ces images nous font rêver, parce qu'on s'y voit bien dans ces palmiers pour travailler et réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions, puisque c'est le moment des questions? Sinon, oui, on vous apporte un micro. Bonsoir. Comment envisagez-vous les températures qui sont quand même assez extrêmes dans ce pays? Alors, excellente question. On est sur une saisonnalité de la température à Alula. On est sur les températures clémentes sont entre octobre et mars à 25 degrés, et après on monte vite au niveau de 40-45. En fait, c'est une villa qui doit pour les événements s'ancrer sur cette saisonnalité pour les touristes. Donc les touristes viennent vraiment pendant cette période-là. Pour la période estivale, on est vraiment sur l'ancrage local, c'est-à-dire faire en sorte que les activations soient aussi pour la population locale et régionale, de Riyad et de Jeddah,
et d'autres villes autour. Donc on y répond par le centre culturel et pas uniquement par que ce soit le fait que ce soit une villa uniquement pour les touristes. Donc c'est une villa qui est franco-saoudienne pour les Français, pour les Saoudiens, mais aussi pour toutes les personnes qui vivent dans la région. Donc on y répond par des activations au sein du bâtiment qui travaille très bien, enfin qui est conçu pour les températures élevées en tout cas. Justement, à Alula, est-ce qu'il y a d'autres opérateurs culturels, soit saoudiens, soit étrangers? Quel est l'écosystème culturel local? Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de musées qui sont en cours. Donc, on a un musée d'art contemporain dont le partenaire français est le centre Georges Pompidou, qui vient de signer avec le musée d'art contemporain d'Alula. On a à peu près 250 contrats qui ont été signés avec des entreprises françaises, notamment d'infrastructures, comme Bouygues, comme Transdev, donc un certain nombre de partenaires français plutôt en infrastructure. Donc la présence française est très, très prégnante dans ce milieu-là. Pour la partie culturelle, c'est l'apport de résidents français qui sont, parce qu'il existe un programme de résidence fait par la Commission royale. Moi, dans le conseil d'administration, on a une commission royale qui gère Alula. Ils sont 1300 personnes sur site, une sorte d'organisme géant qui a toutes les fonctions régaliennes d'un État, hormis la justice sur site. Et donc, ils sont très friands de résidents français. Donc pour l'instant, la présence française, elle est surtout au niveau infrastructure et monte en puissance au niveau culturel avec une architecte française. L'architecte du musée d'art contemporain s'appelle Lina Dagotme et est aussi française. Mais en termes de structure saoudienne, il n'y a pas une école des beaux-arts saoudienne? Pas à Alula, pas encore. Ils sont en train c'est une très bonne question. Ils sont en train de travailler justement sur des préfigurations d'écosystèmes, parce qu'il ne s'agit pas que de construire des musées. Il faut construire les formations qui vont avec, les conservateurs, les restaurateurs, les métiers d'art autour. Donc des écoles de métiers d'art commencent à émerger, mais sur l'artisanat local pour l'instant. Et on monte. En plus, le but, c'est de ramener vraiment le savoir-faire français, notamment via tous les partenaires français, pour monter en puissance sur ces éléments-là des métiers d'art. Une question? Attendez, il y a une question derrière d'abord. Oui, non, je repensais à la météo. Là. Il y a eu des pluies abondantes en Arabie Saoudite. C'était à Dubaï. C'était aux Émirats. C'était juste, c'était pas très loin, mais c'était pas là. Oui, exactement, des pluies diluviennes, mais c'était aux Émirats. Et oui, c'est vrai que ça peut surprendre, mais ça fait partie des aléas climatiques. Mais il peut y avoir, pour répondre à la question, il peut y avoir des pluies diluviennes aussi à Alula. C'est plus rare. Mais il y a d'autres pays qui vont ou c'est simplement la France qui va vraiment être très mis en En fait, l'Arabie Saoudite a des partenaires historiques avec les États-Unis depuis les accords de Quincy en 1933. Donc, on est vraiment sur une présence américaine très forte. Les Américains sont très présents à Alula, les Italiens aussi sont très présents. Donc, la France doit quelque part, est présente, mais doit acquérir des marchés. C'est pas non plus quelque chose d'acquis. Et c'est vrai qu'ils sont plus proches de la culture américaine que de la culture française, parce qu'ils étudient aux États-Unis en général. En tout cas, l'élite étudie aux États-Unis. Donc beaucoup d'Américains déjà sur site à Alula, beaucoup d'Italiens aussi, et des Français aussi, mais la concurrence, les Anglais aussi. La concurrence est rude. Y a-t-il une autre question? Moi, j'en avais une par rapport aux artistes. Oui. Est-ce que là, c'est une résidence situationnelle sur un endroit déterminé, mais est-ce qu'il est prévu aussi le déplacement parce que on parlait de réchauffement climatique, c'est quand même l'enjeu de notre avenir. Est-ce qu'il y a, comme la ville albertine qui se conçoit dans des résidences ou dans des lieux différents, est-ce qu'il y a cette nomadicité prévue qui n'est pas évidente, notamment vu la topographie et vu les chaleurs? Est-ce que cette nomadisme est prévu? Tout à fait, c'est une excellente question. Les résidences vont sûrement faire des liens avec des institutions culturelles françaises. Idéalement, on souhaiterait que la villa s'aime, c'est-à-dire soit présente au moins à Riyad et à Jeddah, donc les deux, la ville où il y a le pouvoir et la ville où il y a les artistes. Jeddah, c'est la ville côtière où il y a les artistes, et aussi à Paris, peut-être aussi. Donc, et s'aimer aussi, mais pas au niveau de la ville albertine avec un certain nombre de sites. Mais le but, c'est vraiment, oui, de faire
voyager artistes. Comme on est sur une dualité franco-saoudienne, mais au-delà arabo-française, le but c'est vraiment de faire les fois voyager sur des territoires français et saoudiens, mais au-delà, sur les autres aussi, les faire dialoguer avec d'autres villas, la villa... Je tends la main à la Villa Sogatam pour faire des ponts avec l'Arabie Saoudite, qui se rapproche aussi de la Chine et d'autres pays aussi. Donc oui, c'est l'objectif à moyen terme. Merci. Une autre question? Oui, attention micro. On vous entend. Merci, bonsoir. Je voulais savoir, l'Arabie Saoudite n'est pas réputée comme étant un pays où la parité homme-femme est tout à fait établie. Quelles sont les relations que vous pouvez avoir, vous, en tant que femme, avec vos interlocuteurs saoudiens, qui, j'imagine, sont plutôt des hommes que des femmes? Écoutez, c'est une très bonne question. Moi, il y avait 2 candidats pour le poste, j'ai été choisie, donc en tant que femme, donc la représentation même de la parité dans ma nomination. En fait, c'est vraiment une image, mais moi, dans la commission royale, en tout cas, il y a 1300 personnes, il y a autant de femmes que d'hommes. Beaucoup de femmes sont à des postes clés dans le domaine de la culture. Donc, on a 11 commissions du ministère de la Culture. Il y a 7 femmes qui sont à la tête de ces commissions. Donc, les femmes sont très présentes, surtout depuis 2017, depuis l'ouverture. À des postes clés. La présidente, la directrice générale de la Commission royale, qui est donc à la tête des 1300 personnes, est une femme. Moi, à Alula, je conduis, j'interagis avec des hommes et des femmes. Les femmes sont plus voilées du tout maintenant à Alula. Et on est sur une... Enfin, moi, j'ai pas de sujet, en fait. J'ai pas eu de sujet en tout cas, je le perçois pas. J'ai vécu 6 ans aux Émirats, donc en Arabie, à Abu Dhabi. Et là, ça fait 1 an en Arabie Saoudite, et j'ai pas senti, en tout cas à Alula, ni à Riyad, cette présence, c'est ce que vous mentionnez en tout cas dans mes rapports professionnels, les femmes prennent de plus en plus le pouvoir, en tout cas dans le domaine culturel, sont très très présentes, comme aux Émirats d'ailleurs, c'est le cas aussi aux Émirats. J'ai peut-être une dernière question sur la question ce qui nous rassemble ici, la question du métier d'art, design et notamment du développement local et du développement durable. Est-ce que parce que c'est une problématique qui est très très forte ici. Est-ce que ça devient aussi une problématique qui se rende compte qu'il faut former les designers, les architectes, les métiers d'art de demain à cette problématique, ou alors c'est pas encore tout à fait l'actualité? Si, ils s'en rendent vraiment très bien compte. Ils souhaitent pas justement qu'il y ait des institutions qui soient gérées par des expatriés. Ils veulent vraiment que la population locale soit formée. Et donc ils font appel à un certain nombre d'institutions françaises. D'ailleurs, à Riyad, ils font appel à des métiers de design, à l'école du Louvre pour des formations de conservateurs. En fait, il y a toute une filiale d'art à former. Il y a déjà des facultés en Arabie Saoudite. La plupart des artistes ont voyagé, sont partis, sont revenus. Et donc les formations au métier d'art est essentielle dans leur interrogation sur l'avenir. Ils sont conscients que donc construire des actifs, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les hommes qui les dirigent, ces actifs. Et la formation est prégnante. D'ailleurs, chaque partenariat qui est noué avec l'Arabie Saoudite nécessite un volet de formation. C'est-à-dire, si un partenaire local, même je dis n'importe quoi, même si c'est Bouygues ou autre, le volet formation et l'interaction locale est essentiel. Et d'où le même point pour l'Opéra de Paris, par exemple, quand ils sont venus sur site, il fallait qu'il y ait un volet formation le lendemain avec la population locale, qu'il y ait une interaction et que ce ne soit pas juste un élément d'une fois et qui repart. Donc l'enracinement pour la population est clé pour eux, contrairement à ce qu'il pourrait y avoir dans d'autres pays de la région. Merci. Y a-t-il une dernière question? Non. Bon, merci beaucoup, merci pour cette présentation. Merci. Et on passe à la suivante. Nous poursuivons ces inspirations et ces voyages lointains en allant encore plus vers l'Est, vers l'Inde, avec Amandine Rogman, qui est attachée culturelle à l'ambassade de France en Inde et qui est, si j'ai bien compris, une passionnée de métiers d'art et une personne qui privilégie cette approche culturelle et
et du fer. Et Amandine Rogman, avant d'être en Inde, a travaillé dans plusieurs postes, notamment au château de Versailles et à la fondation Total Énergie. Donc voilà, je vous laisse présenter la villa qui vient de naître il y a à peu près une année, qui a déjà reçu une promotion d'artiste et qui maintenant va rentrer en plein exercice de son activité. Voilà, je vous laisse la parole. Et après, questions. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente d'être là et c'est une occasion un peu particulière puisque je suis arrivée ce matin de Delhi pour présenter après-demain la seconde édition de la Villa Swagatam à la presse française. Donc ça tombait très bien cette invitation. Je vais commencer en prenant peut-être un peu de recul et en dézoomant parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi la Villa Swagatam met l'accent sur les métiers d'art et pourquoi les métiers d'art sont un enjeu de dialogue stratégique, à mon avis, entre la France et l'Inde, puisqu'il y a certainement une passion personnelle et un tropisme de ma part, mais il y a aussi un constat qui est un constat factuel sur le fait que ce domaine d'expression artistique et de savoir-faire permet un dialogue très particulier aujourd'hui entre ces deux pays, comme aussi avec l'Arabie Saoudite, j'imagine. Alors, c'est bon. Donc voilà, je voulais vous commencer par vous présenter cette ambition pour une stratégie d'excellence franco-indienne pour les métiers d'art. Et les premiers constats en fait, que j'ai faits en arrivant à Delhi il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Le premier étant que notre métier, donc à Faisiel comme à moi, c'est de créer des ponts et des espaces de dialogue entre des pays qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques culturelles, qui n'ont pas les mêmes histoires culturelles. Donc le champ des possibles étant très large, on voit très vite, en fonction des endroits dans le monde, qu'il y a des champs plus réceptifs que d'autres. Par exemple, en Inde, qui a une énorme tradition de spectacle vivant, c'est un pays où il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de danse, ce sont des pratiques très typées indiennes et un public qui n'est pas forcément réceptif à l'opéra. On en a beaucoup parlé. L'opéra classique, dans la tradition européenne, ne parle pas beaucoup aux Indiens, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est un fait, ou à la danse contemporaine, dans l'acceptation, en tout cas, qu'on s'en fait en Europe. Cependant, les métiers d'art, au contraire, je dirais, apparaissent comme un domaine très propice en fait, aux échanges pour faire se rencontrer deux traditions nationales très fortes. On est au Mobilier National aujourd'hui, donc pour la France, et si vous êtes là en tant que public captif de cette institution, vous le savez aussi bien que moi. Et en Inde, où en fait, je vais vous l'expliquer, c'est une tradition qui est centenaire, c'est aussi un système économique qui est extrêmement important. On va le voir. Et donc, on a un point d'achoppement qui est à la fois un point d'achoppement politique, économique et culturel. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'intéresse à cette discipline aujourd'hui dans le cadre de la stratégie culturelle de l'ambassade de France en Inde. Et puis, troisième constat que vous partagerez certainement, c'est la curiosité renouvelée pour les métiers d'art et pour les savoir-faire de la part du grand public. Et ça, je l'observe aussi bien en Inde qu'en France. C'est-à-dire que des choses qui étaient acquises pour les Indiens, puisque, en fait, voilà, quand vous êtes un jeune Indien, vous avez toujours vu autour de vous le travail du tissu, le travail de la broderie dans votre environnement naturel, ce qu'on a un peu perdu, par contre, en France. Hein, cette proximité avec le fer n'est plus la même en Europe. Eh bien, en Inde, du fait de cette proximité, il y avait aussi un désintérêt, c'est-à-dire que les gens prenaient quand même aussi pour acquis les métiers d'art et leur présence dans le quotidien. Aujourd'hui, il y a aussi une forme de fierté et de revalorisation qui fait que les Indiens regardent différemment leur savoir-faire et nous permet aussi de créer des collaborations artistiques dans ces domaines. Je vous ai mis 2 images qui, je pense, illustrent bien ces premiers constats, qui sont très différentes, qui vous montrent un scope voilà, assez différent. La première, c'est le défilé de la maison Dior qui a eu lieu à Mumbai il y a à peine 1 an, en avril, début avril 2023, qui était donc à la Gateway of India. Vraiment un élément symbolique et très, très fort de la ville, et qui était en collaboration avec une maison de broderie qui s'appelle Chanakya,
qui est une maison de broderie, c'est la 2e génération, c'est la fille qui dirige après que le père ait fondé cette maison, basée à Mumbai, qui a également créé une école de broderie à destination des femmes et qui collabore étroitement avec Dior et avec sa directrice artistique depuis maintenant plus de 15 ou 20 ans. Et c'est un défilé qui a été conçu comme un hommage à ces savoir-faire indiens. C'était un moment très fort et très attendu de la part des Indiens parce qu'ils se sont dit, pour la première fois, toutes ces maisons de luxe qui produisent en Inde, c'est une réalité, toute la broderie aujourd'hui des groupes de luxe, elle est faite là-bas, une maison décide de le montrer publiquement. Voilà, de le montrer publiquement et de donner aussi une visibilité à ces savoir-faire, parce qu'il y a des discours, et on pourra y revenir, mais c'est comme à une époque le Made in China, le Made in India, est souvent encore assimilé à tort à une production de fast fashion, à des entreprises et des conditions de travail aussi très, très difficiles. Mais il y a aussi, à l'autre bout de tout ça, l'excellence pour nos plus grandes maisons et nos plus grands fleurons du luxe français et européens. Donc, et la deuxième photo, bien sûr, comment puis-je oublier, c'est une photo qui date d'il y a 2 mois, donc avec notre président de la République qui est en train d'arriver à Jaipur, où il a été reçu, et il est reçu par une de nos partenaires de la Villa Swagatam, qui dirige Nila House, une structure privée à Jaipur qui valorise le travail du craft avec les communautés des femmes, et notamment l'indigo, la teinture à l'indigo et le fait de retravailler justement ces techniques. Et donc c'est elle qui a eu l'honneur de guider le président dans un aménagement autour des métiers d'art indiens pour lui faire découvrir ses activités et les collaborations avec les artistes français. On va y venir. Donc je voulais vous donner quelques éléments sur le contexte indien. Alors je vous ai mis une image qui va peut-être vous étonner, mais je me suis dit on est là pour vous apporter un peu d'exotisme, comme l'a dit Marc, et de la couleur. Donc le dieu que vous voyez à droite de l'image, c'est Vishvakarma, qui est le dieu de la création et des artisans en Inde. Et pourquoi j'ai mis cette image, c'est parce qu'il a donné son nom récemment, son nom a été utilisé par le Premier ministre Modi pour nommer le programme national de financement dédié au soutien de l'artisanat en Inde. Donc programme qui vise 18 secteurs clés, 1,4 milliard d'euros, donc pour vraiment soutenir de manière très conséquente ces artisans. Je le disais, le textile, pour vous donner une idée, les 2 secteurs les plus importants en Inde, c'est l'agriculture le premier, le second c'est le textile, qui est le second secteur d'emploi en Inde. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ça pas exactement de la même manière que nous, parce que la masse de gens et les enjeux de restructuration, les enjeux de formation, elle est à une échelle tout autre. Et ça, c'est important de le comprendre. Et enfin, je voulais vous dire de très fortes spécialisations régionales et des stratégies de patrimonialisation des savoir-faire qui sont très importantes en Inde. L'Inde est un pays continent. Donc, en fonction de si vous allez au Rajasthan, si vous allez au sud de l'Inde, si vous allez au West Bengal, chacun est très fier et a des traditions extrêmement spécifiques qui sont valorisées par État. Et ça en fait une richesse et une mosaïque assez vertigineuse quand on arrive dans ce pays. Et donc la dernière photo, puisque je vous avais mis notre président de la République sur la première slide, je vous ai mis le Premier ministre indien Narendra Modi, qui était en train c'est un designer indien qui s'appelle Sanjay Garg, qui lui présente des textiles. Sanjay Garg fait partie de toute cette garde en fait, de jeunes designers indiens qui ont réussi à redynamiser le sari traditionnel. Donc, c'est quelqu'un qui a créé une marque autour des savoir-faire textiles et qui opère avec plusieurs métiers à tisser et plusieurs artisans dans le pays à travers sa marque Romango. Donc voilà, il y a aussi une survivance en fait de ces savoir-faire qui passe par des jeunes designers aujourd'hui et qui est très intéressante. De l'autre côté, on a un contexte institutionnel français sur lequel je vais passer plus vite parce que je pense que vous le connaissez. Mais ce que j'aimais, c'était l'idée de vous mettre en miroir le fait que les savoir-faire et les métiers d'art sont une priorité et un contexte très spécifique pour l'Inde, mais également pour la France.
Je le rappelle, on a une stratégie nationale en faveur des métiers d'art qui a été maintenant lancée il y a un petit peu plus d'1 an et qui, moi, me sert de feuille de route assez quotidiennement dans la manière de déployer l'influence française sur ces questions à l'étranger. On a une politique interministérielle très forte en faveur de ce mot barbare que vous avez peut-être déjà entendu, les ICC, donc les industries culturelles et créatives dans notre jargon. Et les savoir-faire et les métiers d'art ont leur place en fait dans cette promotion des industries culturelles et créatives, il ne faut pas l'oublier. Et puis enfin, des rencontres de professionnels internationaux dédiés au sujet des métiers d'art, comme le dernier focus qui a été organisé par l'Institut français Paris. Vous avez une photo du groupe là que je trouvais vraiment très chouette. C'était il y a quelques semaines, nos collègues de l'Institut français Paris ont constitué une délégation de 20 professionnels issus du monde entier. Sur les questions des métiers d'art, on avait la chance d'avoir 2 commissaires indiennes qui faisaient partie de cette délégation. Et ils sont venus au Mobilier National, ils ont été reçus, ils ont visité le Mobilier National, pas que, ils sont allés dans d'autres lieux de France, en dehors de Paris. Et je pense que voilà, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Les professionnels des métiers d'art étaient peut-être toujours pas la dernière roue du carrosse, mais n'avaient pas en tout cas la même attention de la part de nos pouvoirs publics que les commissaires d'art contemporain traditionnels. Voilà. Donc là, on a aussi une frange de professionnels, je pense, en France qui se spécialise et qui devient plus visible. Alors maintenant, une fois qu'on a posé ce paysage, la question c'est quelles sont les modalités de mise en œuvre que nous, on applique pour faire vivre ce dialogue au quotidien en Inde. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une photo d'une de nos artistes de la villa Swagatam qui est entourée des 20 brodeurs de Lucknow, au nord de l'Inde, avec lesquels elle a collaboré pendant 3 mois. Exclusivement masculin, vous l'aurez vu, puisqu'en fait, la broderie en Inde est un savoir-faire souvent musulman, qui est pratiqué par les communautés musulmanes, et donc très masculin. Alors, juste avant d'arriver à la Villa Swagatam, je voulais quand même vous donner une idée de la manière globale dont on promeut tout cela. Il y a d'abord des événements publics, puisqu'on est sur une stratégie de visibilité en Inde, et des expositions aussi. J'ai cité une première exposition qui s'appelle Moulmati, qui était en marge du défilé Dior. Donc en fait, on avait proposé à la maison Dior et aux ateliers Chanakya, parce qu'en fait, Chanakya produit pour Dior chaque saison les décors des défilés qui sont au musée Rodin, qui ont lieu au musée Rodin chaque saison. Ces décors sont intégralement brodés en Inde par les brodeurs de Chanakya et commandés à des artistes femmes chaque saison. Donc c'est des pièces qui incarnent vraiment ce dialogue entre des savoir-faire et des artistes de renommée internationale et qui, en dehors du défilé, sont ensuite pas forcément montrées. Donc quand Dior est arrivé en Inde pour faire un défilé, on a dit que ce serait bien en parallèle qu'il y ait une composante culturelle et que vous montriez les pièces artistiques que vous avez aussi produites avec les ateliers de broderie Chanakya. Vous avez ensuite la photo du solo booth, du stand qu'on a fait à la Indie Art Fair cette année avec l'artiste Barthélemy Togo. Barthélemy Togo, c'est un artiste franco-camerounais que vous connaissez peut-être. Il a une grande tradition de collaboration, lui, avec les métiers d'art. Il a son atelier à Sèvres, il a un atelier personnel à Sèvres, où il produit énormément de céramike de manière continue et très expérimentale. Et pour la première fois, on l'a emmené en Inde et il s'est confronté également à ce savoir-faire de la broderie. Vous ne le voyez pas, mais en fait, les 3 panneaux qui sont sur la photo sont des panneaux intégralement brodés à partir de ces dessins et autour de la thématique de l'eau. L'installation s'appelait Water Matters. Et plus récemment, une exposition qui s'appelait Art de vivre à la française, dans laquelle on a eu la chance aussi d'avoir le Mobilier National et Sèvres, qui était en partenariat avec Business France. C'est un petit peu coupé à l'écran malheureusement, mais vous voyez une photo d'une table dressée du dîner. En fait, c'est des opérations qui sont intéressantes parce que on est dans des stratégies d'influence aussi. C'est montrer ce que la France fait de mieux à l'international. On l'a dit avec Feriel juste avant. Et il y a un enjeu commercial aussi. C'est des marques qui ont besoin de vivre. Les entreprises du patrimoine vivant aussi, elles ont besoin d'aller à l'international. Donc là, c'est une table qui est composée à la fois par Mathieu Lustrerie,
Mathieu Lustrerie, c'est une production de lustre très ancienne. Voilà, il y a eu des collaborations avec le château de Versailles. Les panneaux du fond, c'est les panneaux de la maison Le Sage, qui sont des panneaux brodés. Donc voilà, on avait le meilleur des artisans, en tout cas de patrimoine vivant français, qui ont présenté leur collaboration à Delhi. On a également des programmes pédagogiques qui touchent à plusieurs questions sur la transmission des métiers d'art. Moi, je tiens beaucoup à renforcer les échanges universitaires dans ce domaine. J'ai certains de mes partenaires qui sont présents dans la salle aujourd'hui et je les en remercie. J'ai quelques établissements en Inde qui sont assez clés, mais il faut être conscient que l'enseignement des métiers d'art en Inde est un enseignement à 90% informel, qui se fait en fait à l'oral, dans la famille, et donc qui se perd en fait naturellement. Aujourd'hui, l'Inde en fait commence à être confrontée à ce que nous on a vu arriver en Europe il y a 20-30 ans, qui était les jeunes ne veulent plus travailler dans ces filières. Aujourd'hui, des familles qui transmettaient la tradition de père en fils, les fils disent « je préfère être chauffeur Uber, je vais mieux gagner ma vie ». Et c'est une réalité. Donc, ils vont avoir aussi en fait toute cette question. Donc, comment on revalorise via des vrais cursus de formation et des choses diplômantes en Inde ces apprentissages, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai mis aussi un point sur la formation professionnelle. C'est quelque chose qu'on aimerait réussir à développer autour des métiers d'art entre la France et l'Inde, et aussi des artistiques et de mentoring sur mesure, puisqu'on va lancer très bientôt un programme de résidence entre l'école Boulle et le National Institute of Design en Inde, qui s'appellera Design en résidence, une collaboration autour des métiers d'art à Jaipur, pour que les élèves des deux écoles produisent, avec l'accompagnement de designers français et indiens et des enseignants des deux écoles, une collection d'objets uniques, inspirés de ces savoir-faire. Et donc, on en arrive à la fameuse Villa Swagatam. Donc là, en fait, c'est le visuel de l'appel à candidature que vous voyez. Et vous ne voyez pas seulement la carte de l'Inde, vous voyez la carte de l'Inde et de la France, puisqu'à partir de cette année, nous allons également envoyer des artistes indiens en France. Donc ça va être un système croisé. Donc beaucoup de défis dans cette mise en œuvre. On y arrive. Donc en fait, une slide qui est très similaire à la tienne, Feriel, qui est cet engouement autour du terme villa, qui est un peu devenu un label, qui est un peu devenu une marque de fabrique, et dans laquelle nous, on s'est inscrit, mais en étant à la fois très différents. Et je suis très contente d'intervenir avec toi et de passer après toi, parce qu'on voit deux interprétations très différentes d'un même concept. Nous, en fait, dès le début, on a pensé de manière dématérialisée cette villa, parce que l'Inde est un pays continent et qu'on ne peut pas résumer notre intervention artistique à une unité de lieu. C'est impossible. Si j'avais dû construire un bâtiment en dur, penser un projet architectural, j'aurais été bien en peine de vous dire je vais l'implanter à Delhi, à Mumbai, à Bangalore, à Chennai ou à Calcutta. Voilà, l'Inde est une diversité et il faut composer avec. Et donc nous, c'était un élément de départ pour dire on ne peut pas avoir un lieu. On doit avoir plusieurs lieux. Et ces lieux, on n'est pas en capacité de les opérer directement parce qu'on est limité par des ressources humaines et financières, évidemment. Donc on va s'appuyer sur un réseau de partenaires existants. Et voilà, donc ça c'est ce que vous allez voir par la suite. Mais juste pour finir là-dessus, c'est aussi un constat que je souhaite partager avec vous sur le besoin de changer l'image de l'Inde. Moi, c'est ça qui était à l'origine de la création de ce projet. Et c'est un message que je continue à porter de manière très sincère. On a une image de l'Inde contemporaine qui est inexistante, en fait, pour ne pas dire biaisée. On pense, et je pense qu'on est arrêté dans des images peut-être des années 80, le cinéma Bollywood à la rigueur, certains savent ce que c'est, d'autres pas, mais on ne sait pas ce qu'est la vie d'un jeune Indien contemporain aujourd'hui, quels sont les enjeux culturels, artistiques, au-delà des grands messages mainstream de la culture indienne. Et ces résidences, elles ont ça en fait comme but, c'est de faire venir
le meilleur, nous, de notre création artistique française en Inde, pour que les gens portent un regard aussi différent sur ce pays. Parce que voilà, on s'est un peu arrêté, j'ai l'impression, il y a 30 ans. Et quand moi je suis partie en Inde, des gens m'ont dit « Ouh là là, mais ça va être terrible, mais est-ce que tu vas survivre à la pauvreté, la pollution ?» Et vous arrivez à Delhi, et c'est une ville voilà, qui est extrêmement verte. Donc ça, les gens ne le savent pas. On parlait météo, on parlait végétation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et c'est un des enjeux de cette villa Swagatam. Swagatam qui veut dire par ailleurs, puisque tu as très bien fait d'expliquer, bienvenue en sanskrit. Voilà, c'est l'origine de ce mot. On voulait que ça parle aussi aux Indiens, hein, donc c'est pour ça qu'on a choisi un mot indien. Alors, je le disais, dans ce projet, ce qui est clé, c'est les partenaires. Donc l'image est un peu tronquée, mais de toute façon, ces partenaires, ils ont évolué depuis. On a commencé la première année, on avait 16 résidences partenaires en Inde, donc dans les domaines des métiers d'art, comme vous allez le voir, qui est un domaine prioritaire pour ce projet. Spectacle vivant également, puisqu'il y a quand même une grande tradition du chant, de la musique en Inde, et on pensait que ça pouvait être intéressant de confronter ces pratiques avec des pratiques françaises, et dans le domaine de la littérature. Voilà. Donc de ces 16 partenaires, en année 1, nous passons en année 2 à près de 20 partenaires indiens et un partenaire bangladais, puisque nos collègues de l'ambassade du Bangladesh rejoignent le dispositif avec une résidence d'artistes qui a été identifiée. Et on va ajouter à cela 10 résidences françaises. Donc on est voilà, un réseau en année 2 de près d'une trentaine de partenaires, ce qui peut donner un peu le tournis. Mais voilà, ça a très bien fonctionné, en tout cas sur la première année. Je l'ai dit, je ne vais pas y revenir. Diversité des contextes, un pays taille continent. Et le poste ne peut pas opérer seul, mais avec. Voilà, nous, je pense que c'est la philosophie, elle est exactement la même. Après, le mode opératoire, il est un petit peu différent. Mais c'est de faire avec des structures existantes et qui ont une capacité, alors qui ne sont pas toutes des résidences à la base, hein. Je tiens à le dire, on est allé chercher des gens en Inde qui n'avaient jamais fait de résidence d'artistes de leur vie, qui avaient des studios de broderie. Voilà, Jean-François Lesage, qui est implanté en Inde et qui est un partenaire très important maintenant, il avait son activité, qui était son activité de brodeur, à la fois dans la mode ou dans l'ameublement d'intérieur, mais il n'avait jamais accueilli d'artistes. Et moi, je suis allée voir, je lui ai dit, je pense que ça intéresserait des artistes et des designers français de venir chez toi en immersion avec tes brodeurs indiens. Donc voilà, donc on est aussi allé chercher des gens qui n'avaient jamais fait ça, mais qui avaient une capacité et des choses à transmettre, et un écosystème aussi autour d'eux très, très fort. Et donc là, c'est le moment où j'essaie de vous lancer notre teaser de 3 minutes. C'est bon ? Parce que c'est mieux en image quand même. Peut-être que vous n'aurez pas l'image. On verra. Ah, ça y est. Ouais. Donc, c'est la vidéo de présentation de la Villa Swagatam qui dure 3 minutes. Voilà, donc vous allez un peu voyager à travers l'Inde, et si ça vous va, je la lance et on finit là-dessus. Enfin, je vous remontrerai quelque chose après. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je vais commenter en même temps du coup. Donc là, c'est des images des ateliers de broderie Lesage. Ouais, du coup, vous n'avez pas de son. The normal day in Tara Book Residency could be different every day because it depends on my program. Sometimes I have to go
to do some workshop for children in Chennai or Pondicherry. Highlight Institute helped me a lot and offered me a lot of possibilities. When I saw 20 embroiders around me, working hand in hand, following me in my new project, it was such amazing for an artist, and I took it at once. In the last 3 months, we managed to do 22 works with the team of Highlight Institute. When I arrived here, I was very surprised by all the richness of the different techniques that the singers are using, effects, different nuances, sounds, all variations that are very different from what I'm used to. Tara Books transmit me the importance to artisanal and eco-sustainable practice, and this influenced me to create my new image for this book, Tutti Frutti project. It is very beautiful to see how art can unite people coming from so different culture. Looking for beauty and looking for harmony is something very universal. Indian music and French classical music has a lot in common. In fact, we use some similar scales. We have also this connection through rhythm, through harmonies, through melodies. We can understand, we can connect. So I really hope also it brings hope and joy that it is still possible to have this kind of connection and interaction through different countries and different cultures. What we offer the residents is the ability to reach out, meet people, immerse themselves in the metropolis that we are in. Come, you'll have fun, and we'll be very, very happy to welcome you. We are really welcoming all of you to Neela as well as other projects in India, and look forward to having you all here. Du coup, c'est très bien, vous voyez tous les partenaires. Ah, du coup, c'est pas grave, on peut enchaîner. Il y a une autre vidéo, juste de 2 minutes, qui est la vidéo d'une de nos résidentes aux ateliers de Jean-François Lesage. Donc, comme on est sur les métiers d'art, je pensais que c'était... Donc, Victoire de Brandt, qui est la jeune femme que vous voyez là, qui est une designeuse de formation. Et qui a développé un nouveau protocole de broderie à partir des perles de verre, notamment, dans les ateliers. Donc les ateliers Lesage en Inde, ils sont basés au Tamil Nadu, à côté de Chennai, c'est plutôt au sud. Et elle a été en résidence là-bas pendant 3 mois. À l'issue de cette résidence, donc là, voilà, vous voyez comment elle a travaillé. En fait, pour elle, ça a été une immersion. Elle était sur site. Les ateliers, ils sont pas en ville, contrairement, voilà. Donc il y a une forme, elle avait une forme d'isolation et d'immersion très directe avec les brodeurs et avec la communauté de travail, puisqu'elle dormait sur place, elle était logée sur place. Donc c'était presque monacal, si je puis dire. Il y a un rythme de travail assez important. Et on est très fiers pour Victoire, puisqu'elle va présenter cette pièce maintenant en France à la Design Parade de Toulon cet été, avec le soutien du 19e et de Chanel, du coup, puisque c'est les 100 ans de la Maison Lesage cette année. Donc il y a beaucoup de programmation et d'activation autour de ce patrimoine. Donc voilà, c'était juste... quelques images, et du coup je vais revenir sur la diapo et terminer. Donc vous avez bien vu dans la vidéo, il y avait un premier zoom sur l'Inde pour vous présenter les résidences en Inde qui accueillent des artistes et des auteurs français.
Et ensuite, il y avait un deuxième zoom sur la France à la fin, et cette très belle image du mobilier national, puisque le mobilier national et SEV vont accueillir un designer indien à partir d'octobre, normalement, pour 1 mois de résidence exploratoire. Pas une résidence de production à proprement parler, mais une résidence exploratoire. Voilà, là c'était juste pour vous dire comment on sélectionne habituellement les artistes. On n'a pas, contrairement à la Villa Albertine, de grands comités, ni de processus de sélection très lourd, parce que comme on a beaucoup de partenaires et que ce qui nous semble le plus important, c'est l'adéquation entre le candidat choisi et la résidence qui va le recevoir. Je pense que c'est une des clés, en tout cas, de réussite. On choisit, en fait, en bonne entente, le résident avec la résidence d'accueil et le poste. Voilà, mais c'est juste du bilatéral et il n'y a pas de grand comité, en tout cas, qui fixe des directions ou pousse particulièrement certains artistes. Et on est très attentif à ce que le candidat ait une motivation de découvrir et de s'investir en Inde sur le long terme. Parce que l'idée, c'est pas le one-shot, c'est pas les vacances en Inde, c'est on vient, on a une chance d'accéder à quelque chose qui n'est pas accessible normalement, en fait, à un public de base qui viendrait en Inde. Est-ce qu'on construit aussi sa propre relation de production, de recherche avec les acteurs indiens. Voilà, c'est ça qu'on espère aussi. Et donc là, voilà, j'ai remis, c'est des photos de Victoire qui était au travail, mais vous avez vu sa vidéo, donc ça n'est pas la peine. Et je voulais terminer sur, du coup, comme il y avait le « et après », pour nous, les perspectives, comment on arrive à faire vivre ce réseau de résidences et les résidents aussi qui en sortent. Il y a des expositions personnelles en fait de certains des résidents qui se programment au fil de l'eau. C'est pas forcément des choses qui sont préméditées ou qui sont définies avant l'arrivée du résident en Inde, mais c'est des choses qui se tissent, si je puis dire, au fil de leur expérience. On a là une photo, une très belle photo qui, une fois de plus, est tronquée, je suis désolée, d'une installation d'une artiste, Martha Maria Lebar, qui est une jeune artiste française qui était en résidence à Nila House et qui a présenté en fait là ses œuvres, une installation à l'Indigo dans un des plus beaux forts anciens de Jaipur à l'occasion de la venue du président de la République. Voilà, donc on a eu plusieurs expositions comme ça, de plus ou moins courte ou longue durée, en France, bientôt, je vous le disais, à l'international aussi. On a eu un artiste franco-marocain qui a eu une exposition au Maroc des œuvres produites en Inde. L'initiation de collaboration en matière de production, j'en parlais à l'instant. Et enfin, on aura, fin 2025, une exposition au Mobilier National consacrée au dialogue entre les métiers d'art français et indiens. Justement, donc exposition qui a été voulue par notre président de la République et qui devra intégrer normalement des résidents, le travail de certains des résidents. Pas que, hein, il y aura un volet certainement plus patrimonial, il y aura un corpus beaucoup plus large, mais on aimerait que les résidents aient une place dans cette exposition. Et après, voilà, j'ai terminé en posant quand même quelques enjeux, puisque je pense qu'on est là aussi en tant que passionné, praticien et professionnel de ces questions. Et voilà, moi j'ai mis des choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse aujourd'hui après 1 an d'expérimentation. C'est le besoin de renforcer l'encadrement des échanges entre artistes et artisans. C'est une vraie question. Comment un artiste crédite des artisans avec lesquels il coproduit des œuvres, comment les artisans sont sensibilisés aussi à ce travail artistique. On a aussi au quotidien des questions qui se posent sur à qui l'œuvre appartient quand la résidence se termine. Est-ce qu'elle appartient entièrement à l'artiste ou est-ce que le studio de broderie ou de je ne sais quel autre est en droit de réclamer aussi quelque chose sur cette œuvre? Voilà, il y a des vraies questions de propriété intellectuelle autour de ces collaborations métiers d'art. Donc c'est vraiment un sujet passionnant, mais sur lequel je pense qu'il faudra travailler à l'avenir. Développement aussi à terme d'échanges d'artisans à artisans. Alors ça, c'est un peu un rêve fou, c'est-à-dire que là, pour l'instant,
on fait venir des artistes ou des designers chez des artisans, mais on n'est pas sur un échange de pair à pair, parce que bon, déjà, pour faire venir des artisans indiens en France, je pense qu'il y aurait une barrière de la langue très compliquée. Comme je vous l'ai dit, on est souvent sur des structures familiales très particulières, où les gens sont dans un contexte, ils sont responsables aussi et chefs de famille. Enfin, il y a beaucoup d'obligations autour du travail. Mais je pense que ça, si on arrive à le faire demain entre des artisans de Sèvres, peut-être on en discute avec Sèvres, et d'autres, et des artisans indiens, ce sera une très belle réussite. Et la traduction d'une vraie politique internationale de formation professionnelle au métier d'art. J'ai cité Voyager pour les métiers d'art, qui est un programme de l'UNESCO et de la Fondation Culture et Diversité, qui est vraiment, je trouve, un très beau programme qui permet à des jeunes étudiants français de partir en stage autour des métiers d'art dans le monde entier. Et on a des partenaires en Inde qui accueillent ces stagiaires. Je trouve qu'il devrait y avoir plus d'initiatives comme ça, et vraiment d'initiatives à valeur de formation. Merci beaucoup, merci pour cette présentation vaste et profonde de toutes les activités. Moi, je voulais juste rajouter un petit point historique sur la question de la résidence en déplacement. Je vais revenir à mon sujet que je connais pas trop mal, qui est la Villa Médicis. En fait, ce qu'on oublie de la Villa Médicis, c'est deux choses. C'est l'Académie de France à Rome et la Villa Médicis. L'Académie de France à Rome est fondée au XVIIe siècle et elle rejoint la Villa Médicis au XIXe siècle. Et pendant tout le XIXe siècle, les pensionnaires devaient voyager. Les pensionnaires à Rome, en Italie, ils devaient aller à Naples, ils devaient aller en Sicile. Et donc il y avait une forme d'obligation pendant 5 ans, entre 3 et 5 ans, de déplacement. Donc toutes ces initiatives de déplacement, en fait, c'est dans les ADN des villas. Et il y a à telle enseigne que ça, très peu de gens le connaissent, c'est qu'en 1907, l'État français crée une résidence, une Villa Médicis des orientalistes, qui s'appelle la Villa Abdeltif, à Alger, qui va exister de 1907 jusqu'à 1962. Donc là aussi, dans cette idée d'être au cœur des problématiques artistiques de chaque époque. Donc il y a eu et pourquoi revenir au terme de villa est essentiel, c'est qu'en fait, l'Académie de France à Rome est la première institution mondiale à être fondée par un État pour envoyer des créateurs dans un autre État. Donc on est initiateur, tous les gouvernements ont embrayé là-dessus. Donc c'est intéressant de revenir aussi à cet ADN de la politique française à l'étranger, de ce soft power, pour le dire en mauvais français. Et voilà, donc ça fait partie d'une longue histoire et qui était très intéressante de souligner des deux côtés qu'on n'est pas dans quelque chose de... On est à la fois dans quelque chose de nouveau, mais de profondément ancré dans nos racines xénophiles, d'amour de l'échange et du désir de comprendre ce qui se passe ailleurs. Voilà, j'étais trop long et je vous laisse la parole dans la salle, s'il y en a. Bon, je vais me lancer puisqu'il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a par rapport à la question des métiers d'art, vous avez identifié le textile, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres pratiques qui pourraient être mises en échange, et notamment sur des pratiques plus, j'allais dire, presque agricoles, de questions de développement durable, parce qu'en France, on voit bien émerger des pratiques métiers d'art à partir de rebuts, le plastique, les huîtres, les algues, tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent aussi en Inde sur cette problématique à la fois développement durable, nouveaux matériaux, qui s'inscrit aussi dans des pratiques plus anciennes? C'est une excellente question. Alors, en fait, le textile, pour ne rien vous cacher, c'est le métier d'art le plus évident quand vous arrivez en Inde, parce que voilà, c'est présent de manière très, très forte. Ensuite, vous avez beaucoup de travail de la terre aussi. Vous avez beaucoup de travail, mais voilà, qui est poterie, ces choses-là, il y en a beaucoup. Travail du métal également, puisque... voilà, la vaisselle raffinée indienne, c'est une vaisselle de métal. On mange dans un tali, donc voilà, il y a toute une culture aussi qui part de ça. Et ensuite, vous avez tout ce qui est tressage, tout ce qui est vannerie. Il y a également beaucoup de choses.
Et il y a une réflexion sur les écomatériaux qui rejaillit aujourd'hui, je dirais peut-être plus dans le secteur de l'architecture pour l'instant que du design, par exemple, à proprement parler. Mais en fait, si vous voulez, en Inde, on est souvent frappé par le problème des déchets. Et aussi au Bangladesh, nos collègues du Bangladesh, la résidence au Bangladesh va porter sur ces questions. Elle va porter sur les questions du recyclage et des écomatériaux. Donc l'artiste français qui va être accueilli en résidence va travailler à Dhaka sur ce sujet. Mais au-delà de ça, en Inde, en fait, quand vous arrivez, vous voyez les amoncellements de plastique et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à il y a peut-être 40 ou 50 ans, c'était une culture qui était entièrement organique. Donc en fait, vous mangez soit dans des feuilles végétales, soit des petits pots en terre à usage unique, en fait, qu'on voit encore aujourd'hui, mais qui du coup étaient jetés de manière complètement, insouciante. Et en fait, il n'y a pas eu de geste ou d'éducation aux nouveaux matériaux en Inde, ce qui explique aujourd'hui le taux de déchets et de pollution très, très alarmant du pays. Donc je pense qu'il y aura peut-être à terme, il faut que ça vienne de nos partenaires. C'est-à-dire que moi, je suis aussi les réflexions de mes partenaires locaux. Et si demain, je vois que c'est un sujet que certains ont envie de porter et qui fait en fait écho à des préoccupations d'artistes français, avec plaisir. En tout cas, je lance une annonce. On vient de lancer le laboratoire des pratiques durables avec la Fondation Bettencourt, justement sur une réflexion, une pratique de certification, de recherche, d'individuation des nouveaux matériaux en France. Donc là aussi, c'est porter ces réflexions, porter ces actions, surtout welcome. C'est un projet minimum pour 3 ans et qui va durer au-delà. Donc voilà, c'est des réflexions qu'il faut porter aussi et qui se feront, qui pourront se développer que dans un axe aussi international. Une question ? Attention au micro, on apporte le micro. Quelle est pour vous la ville qui a la culture artistique la meilleure en Inde ? Delhi, c'est terrible, Mumbai, vous voulez que je perde Madras. mon votre crédit enfant, lequel auprès vous préférez, des quoi. Non, parce que j'ai vécu un non, peu. Il faut surtout pas que je vexe mes collègues indiens s'ils nous écoutent. Non, il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a pas de préférence, mais si je peux résumer très vite, on va dire que les 2 mégalopoles principales sont Mumbai et Delhi. Ça, c'est pas surprenant. Delhi étant une ville plus institutionnelle et une ville de pouvoir, donc en termes de culture, ça se reflète aussi dans la culture. Et Mumbai a un côté plus européen presque, hérité des Britanniques et assez et portuaire. Donc vous avez par exemple une scène de galerie d'art qui est très importante à Mumbai. Vous avez, mais par contre, Mumbai étant la ville la plus chère d'Inde au mètre carré, en termes d'ateliers de travail et d'espaces de travail pour les artistes, c'est plus compliqué que Delhi. Voilà. Aujourd'hui, moi, je trouve que le Rajasthan a une vraie carte à jouer. J'ai emmené certaines des personnes présentes ici. Chennai, il y avait l'ancienne Madras et avait une vraie culture du tissu, de l'export, et le Tamil Nadu continue d'être un État important, mais sur le plan artistique et sur le plan culturel, c'est pas l'État qui me marque le plus aujourd'hui. Il faut être conscient qu'en Inde, chaque État va avoir une politique très différente en fonction du gouvernement de l'État. On a un État qui est très actif, c'est le Kerala, qui est un des États communistes d'Inde, qui est dirigé par un chief minister communiste, et c'est l'État qui a la plus grosse biennale d'art contemporain en fait de la région, Asie du Sud, et c'est pas un hasard en fait. Voilà, donc il y a des stratégies aussi de mise en valeur et de soutien à la culture qui sont très différentes en fonction des États d'Inde. Et voilà, malheureusement, le Tamil Nadu, dernièrement, je ne pense pas qu'ils ont eu une stratégie très offensive en termes de culture. Mais ils ont une histoire exceptionnelle, je suis d'accord avec vous. Une autre question ? Non ?
Merci à toutes les deux de nous avoir fait voyager. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet sur les arts du feu et la couleur. Merci beaucoup. Merci.